Bonjour de Gaza l'a détruite et Gaza l'a dévastée. Croyez-moi, ma détermination, mon courage, ma résilience, ma patience et mon optimisme n'arrivent plus à dépasser ma détresse totale. La vie est un goût amer. En fait, il n'y a pas de vie à Gaza. La vie est paralysée totalement. Il n'y a rien, ni nourriture, ni eau, ni médicaments, ni électricité, ni gaz, ni lait, ni pain, ni fruits, ni légumes, ni viande, ni poulet, ni poisson, ni moyens de transport, ni logement et ni perspective. J'ai décidé d'écrire ce témoignage pour partager ma peine avec vous, les amis et les solidaires de bonne volonté. Vous êtes mon seul réconfort dans cet enfer quotidien. Moi qui remontais le moral, des jeunes et des enfants de Gaza traumatisés, je suis maintenant sous le choc et traumatisée par la succession des événements tragiques qui ont frappé ma famille et tous les citoyens de Gaza ces derniers mois. Et je ne trouve personne pour effacer mes larmes et pour calmer ma colère énorme. J'apprends chaque jour l'assassinat de mes cousins, proches, amis, collègues, voisins et étudiants. Ça me rend très triste car je suis impuissant et je ne peux pas dire un mot de condoléance à leur famille. Le sentiment d'impuissance est horrible. Les Palestiniens de Gaza, malgré leur colère et leur malheur, apprécient. Les Palestiniens de Gaza, malgré leur colère et leur malheur, apprécient beaucoup les manifestations de solidarité partout dans le monde pour dénoncer ce génocide répété et pour appeler à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Il y a beaucoup d'événements à raconter et j'aurais besoin de pages et de livres pour décrire notre quotidien très difficile sous les bombes et sous le choc avec cette situation humanitaire catastrophique et ce désastre sans précédent. Et je ne crois pas encore que je suis toujours vivant, car je vois la mort 1000 fois par jour. Même si je n'ai pas peur de la mort, cependant, je suis inquiet pour votre avenir. L'aspect positif dans tout cela, qui me rend fier de moi, je n'ai pas de haine. Amitié palestinienne de Gaza, qui n'est plus Gaza, et de Ziad, qui n'est plus Ziad. Bien, après cet extrait du témoignage de Ziad, vous avez constaté qu'il n'a pas hésité à utiliser le mot génocide. Ce qui nous mène à deux points importants qui se sont passés ces jours-ci. Le rendu, les conclusions de la Cour internationale de justice et puis ce qui se passe autour de l'UNRWA. Je passe sous silence pour l'instant les pourparlers de trêve puisqu'on n'en sait pas beaucoup. On sait que ces propositions ont été faites par États-Unis, Israël, Qatar et Égypte. Ça n'augure pas forcément quelque chose de très bon. Et il n'est question que de trêve pour l'instant, c'est-à-dire d'échanges entre otages israéliens et otages palestiniens, c'est-à-dire des prisonniers. On verra ce que ça donne. Une décision historique a été rendue le 26, vous le savez, par la Cour internationale de justice. Elle a tendance à être minorée, cette conclusion de la Cour, en disant que ça n'amènera pas à un cessez-le-feu. Alors en effet, il y a deux choses que n'a pas fait la Cour internationale de justice. Elle n'a pas appelé au cessez-le-feu parce qu'elle ne peut pas le faire. Tout simplement parce que l'un des belligérants n'était pas présent, c'est-à-dire le Hamas. Donc c'était juridiquement impossible. Quant au génocide, elle n'a pas encore dit qu'il s'agissait d'un génocide, puisqu'il faudra des mois, des enquêtes pour le dire, mais elle a dit clairement qu'il y avait risque de génocide
en évoquant 4 des points sur les 5 qui existent, qui définissent internationalement le génocide. L'assassinat, les entraves à la nourriture et aux moyens de survie, les entraves à ce qu'on pourrait appeler la procréation, le 4e, je ne me rappelle plus, le seul qui n'a pas été pris, c'est l'enlèvement d'enfants, puisque effectivement Israël n'enlève pas les enfants. Voilà. Donc cette décision, normalement, ça oblige les États à faire ce qui est en leur mesure, ce qui est en leur pouvoir, pour empêcher qu'un génocide se perpètre. Ce qui ne sera vraisemblablement pas fait au vu des déclarations des uns et des autres, mais ça ouvre la voie ensuite, pas tout de suite, pourtant il y a urgence, mais ça ouvre la voie à d'autres actions en justice auprès des tribunaux pénal international, actions en justice qui peuvent être entreprises par des États, mais aussi par des personnes morales ou physiques. Ces possibilités d'acteurs juridiques, elles peuvent se faire contre des États et contre des fabricants d'armes, etc., etc. Donc, Israël va être de plus en plus en difficulté pour soutenir qu'elle fait un acte là de défense. Et on peut dire qu'après cet arrêt, le mot génocide n'est plus tabou. Il s'agit bien au moins d'un risque de génocide qu'il faut tout faire pour arrêter, et notamment pression sur nos gouvernements. La réaction ne s'est pas fait attendre, puisque le jour même ou le jour d'après, on entendait parler des exactions commises par 12 personnes de l'UNRWA. Alors un rappel, l'UNRWA, j'appelle pour les personnes qui ne connaissent pas, UNRWA. Je ne vous ferai pas l'offense de vous donner les significations en anglais parce que ça serait un désastre. Je peux vous donner la traduction en français, par contre. Cela veut dire Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Ça a été créé en décembre 1949 et cette institution, donc, qui dépend de l'ONU, a été créée pour les réfugiés, où qu'ils soient, c'est-à-dire en Cisjordanie, à Gaza, en Jordanie, en Syrie, au Liban. L'UNRWA est chargée auprès de ces près de 6 millions de réfugiés, est chargée d'assurer l'aide alimentaire, enfin l'alimentation, et surtout 70% de son budget est consacré à l'éducation. Les fameuses écoles de l'UNRWA qui sont régulièrement bombardées. Pourquoi l'UNRWA est importante au regard du droit international? Tout simplement parce que s'il a été créé, c'était une reconnaissance qu'il y avait bien des réfugiés, qu'il y avait bien eu une expulsion. Ça veut dire, tant que ça existera, qu'on reconnaît qu'il y a des gens, 6 millions de personnes, qui ont un droit au retour. Ce qui est un point essentiel dans les revendications du peuple palestinien. Droit au retour, ça ne veut pas dire qu'on va l'exercer forcément. Il y a des gens qui ne reviendront pas sur la terre de Palestine, mais le droit doit être reconnu. Et c'est un des enjeux pour les droits. Alors 12 personnes sont accusées, il y a des enquêtes, 12 sur 13 000 à Gaza. Il y a 30 000 employés de l'UNRWA en tout, 13 000 à Gaza. Peut-être ces personnes se sont-elles rendues coupables de crimes de guerre, ça se peut, l'enquête le dira. Ceci étant, imaginez-vous qu'on reconnaisse que 12 personnes de la Croix-Rouge commettent des exactions. Est-ce que ça justifie de couper toute aide à la Croix-Rouge? Et là, est-ce que ça justifie de couper toute l'aide à Gaza, puisque là, ça veut dire clairement que la famine va gagner encore des points. Certains pays se sont s'honorent en disant clairement qu'ils ne couperont pas l'aide. Je parle de pays de notre bloc occidental. Il faut que je les retrouve. Ils ne sont pas nombreux pour l'instant. J'ai vu l'Irlande, la Norvège, l'Espagne.
Peut-être y en aura-t-il d'autres, mais pour l'instant, on en est là. L'Union européenne va apparemment demander une enquête sur ces 12 personnes, enquête qui va être certainement ouverte, simplement enquête ouverte sans avoir accès à Gaza, sans avoir accès, puisque Israël l'interdit, aux témoignages des médecins, notamment qui ont réalisé des autopsies sur les personnes tuées le 7 octobre. L'enquête indépendante va être difficile à réaliser. Voilà, oui, un rappel, donc l'UNRWA est chargée de ça auprès des réfugiés, sachant que pour les autres personnes, comme dans toute occupation, c'est la puissance occupante qui doit normalement assurer la sécurité, les vivres, les services médicaux. Ce qui est fait normalement donc par Israël en tant que puissance occupante, qu'elle ne fait pas véritablement, sachant qu'une partie n'est plus de son ressort après les pseudo-accords d'Oslo, puisqu'il y a certaines zones où c'est l'autorité palestinienne à qui a été donné ses devoirs. Voilà, donc les nouvelles de cette semaine, et je cède le par... Ah non, juste une chose. Certains d'entre nous font maintenant partie d'un groupe qui est né il y a 15 jours, qui n'a pas encore de nom, pour l'instant on l'appelle groupe Comage Palestine. On se réunit le 7 février, donc mercredi prochain, après la vigie, à 18h15, dans l'une des salles du haut du Régent. Donc vous êtes tous les bienvenus, et toutes les personnes que ça intéresserait sont les bienvenues. On a prévu aujourd'hui, après la vigie, de faire une petite action collage.